Bonjour et bienvenue au Happy Conf de l'hypersensibilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Estelle Olivier-Hoth, thérapeute énergétique, interprète de l'âme. Estelle accompagne les femmes et les enfants hypersensibles à être pleinement et sereinement eux-mêmes en reconnectant la tête, le corps et le cœur. Son accompagnement se fonde sur sa sensibilité qu'elle a appris à apprivoiser pour en faire un outil de guidance, de joie et de libération. Pharmacienne ingénieure de formation, elle a depuis toujours navigué entre vie conventionnelle et quête intérieure. De par une sensibilité à fleur de peau, elle a commencé très jeune à se former à diverses formes de psychothérapie et méditation en quête de sens et d'épanouissement. Pendant longtemps, elle a mené les deux de front avec beaucoup d'exigence et d'ambition, jusqu'à l'évidence d'aligner sa vie avec ses valeurs profondes. Pour affirmer ses différences professionnelles et personnelles, elle a appris à dépasser ses peurs et à sortir des cadres. Aujourd'hui, elle accompagne chaque être à renouer avec toutes les parts de soi en douceur. Son approche est intuitive et vibratoire. Elle accède aux nœuds inconscients qui vous limitent et vous accompagne à vous reconnecter à votre vérité intérieure. Bonjour Estelle, aujourd'hui je suis très heureuse de te recevoir et on va parler de notre mental, ce mental qui est souvent très très envahissant et qu'on a du mal à trouver juste le bouton off en fait. Et grâce à toi, on va, je pense, durant toute cette conférence, comme quelque chose que tu utilises souvent et que j'aime beaucoup aussi, c'est on va essayer de se créer une petite bulle de douceur et essayer d'apaiser ce mental qui est très très envahissant chez nous. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il prend beaucoup de place et en fait, ce que je me rends compte en fait chez les hyper en fait, hein, on en parle de plus en plus de tous ces multipotentiels, hauts potentiels et c'est vrai que souvent, ben, est-ce qu'on en parle parce que c'est une mode ou parce qu'il y a un meilleur diagnostic? Ou est-ce qu'on en parle en fait tout simplement parce que notre humanité s'exprime de plus en plus, une humanité sensible, bienveillante, éthique? Et en fait, souvent, quand on parle de haut potentiel, on parle souvent de notre difficulté d'adaptation, difficulté émotionnelle. Et c'est vrai que pour moi, ça pose un peu la question de, en fait, est-ce qu'on est vraiment inadapté ou est-ce qu'on est avant-gardiste? Est-ce que c'est pas cette société qui est trop normalisante, qui est enfermante et qui fait que, on se sent plus trop à sa place? Et je trouve qu'en ce moment, on voit de plus en plus un changement de société où les gens aspirent à un développement personnel, spirituel, à vraiment aligner leur vie avec leurs valeurs. Et pour moi, ça passe par vraiment sortir de cette normalisation, non pas en devenant marginal, mais en sortant de notre propre normalisation qu'on a intégrée, c'est-à-dire sortir du mental. Parce que ce mental, en effet, prend beaucoup de place et c'est lui qui nous enferme quelque part dans nos propres difficultés, dans nos propres limites. Alors c'est vrai qu'en tant qu'hyper, j'ai souvent lutté contre cette sensibilité à fleur de peau, où je me sentais vulnérable, fragile, où je ne savais pas trop où était ma place. Et puis petit à petit, j'ai appris à apprivoiser cette sensibilité, à en faire un ami, puis un guide et une force. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de partager aujourd'hui dans cette conférence. C'est comment, en fait, apprivoiser cette sensibilité pour calmer le mental ou calmer le mental pour l'apprivoiser. Enfin, vraiment, les deux vont ensemble, mais en tout cas en partant de la sensibilité et de la douceur, parce que cette sensibilité n'est pas un problème en soi. Donc, je voulais commencer un peu par parler comment fonctionne ce mental pour bien comprendre c'est quoi les pièges pour pouvoir après mieux arriver à le calmer. Donc, du coup, je vais partager mon écran pour vous expliquer ça. Voilà, j'ai quelques diapositives pour expliquer un peu comment fonctionne ce mental, surtout chez les hyper. Parce qu'en fait, le mental chez les hyper, c'est un mental, vous le savez déjà, hein, vous connaissez pour vous, mais vous l'avez, c'est parti un peu trop vite. Vous l'avez expérimenté, c'est un mental qui est très performant, actif, créatif, rapide, donc en arborescence, donc il prend beaucoup de place et surtout qui est très stimulant. Et donc, du coup, comme il est stimulant, on aime être avec ce mental. Et comme le montre la photo, il a un côté presque festif, un peu comme un jeu vidéo, on est complètement pris dedans.
Et il est tellement stimulant que le corps va suivre, c'est-à-dire que comme il est performant, ben, on va nous aussi se mettre en action. Donc il entraîne le corps et cette action fait que ça entraîne le mental. Enfin, il y a quelque chose qui tourne en rond. Et surtout dans cette hyperstimulation, on en arrive à une hyperactivité. Et du coup, le premier piège, c'est la fatigabilité. C'est-à-dire que quand on est hyper, on a aussi souvent, moi, ce que je rencontre chez mes patients, on n'habite pas complètement son corps puisqu'on est plus tourné vers le mental et on a, je dirais, la frontière énergétique entre le moi et l'autre qui est assez floue, qui fait que du coup, on est plus facilement fatigable. Mais il y a aussi que ce mental est tellement fort, on va dire, où on lui laisse beaucoup de place, qui fait qu'on ne va pas écouter les premiers signaux de faiblesse, de fatigue. Et du coup, le risque, bah, c'est ce qu'on voit un peu dans notre société, c'est le burn-out. Donc ça, c'est un peu le premier piège doré du mental qui est dans son côté positif, parce que ce mental, il sert bien sûr pour l'activité de tous les jours, pour élaborer des projets. Mais voilà, quand il prend trop cette place-là, son premier piège, c'est le côté addictif et fatigable. Et comme une addiction, du coup, ça devient difficile de le calmer et de revenir à soi. Donc le deuxième piège de ce mental, là, c'est plutôt le côté négatif, c'est quand ce mental devient indomptable. Donc indomptable, ça veut dire que du coup, on n'arrive pas à trouver, comme tu disais, le bouton off quand on veut dormir, tout simplement. Donc c'est difficulté d'endormissement ou des insomnies. Ça peut être aussi des peurs paralysantes, parce qu'il va imaginer tout plein de choses. Ça peut être aussi du coup de se trouver en difficulté pour prendre une décision, à toujours poser le pour, le contre et pas savoir quelle décision est juste pour nous. Parce que lui va rationaliser, c'est son travail. Mais s'il prend trop de place, on n'arrive plus à écouter notre corps, notre cœur, notre âme, en fait. C'est lui aussi qui va souvent nous pousser à dire oui alors qu'on aura envie de dire non et donc du coup pas arriver à s'écouter par envie de faire plaisir à l'autre ou par peur du refus de l'autre. Et puis ce mental peut devenir un mental dictateur qu'on connaît bien avec les il faut, je dois, il faudrait. Et donc toutes ce que j'appelais ces normes en fait qui fait que du coup on ne sait plus trop mais moi en fait clairement qu'est-ce que j'ai envie. Et un autre piège donc, que je vais montrer là dans le dessin avec comme les bras qui viennent du cerveau, qui est qu'en fait, il va rationaliser dès qu'il y a le moindre une sensation dérangeante ou une émotion pour quelque part garder la face. Alors qu'on va voir plus tard comment ces sensations en fait sont vraiment des indices de qu'est-ce qu'on a vraiment envie au niveau du cœur. Donc ce mental, en fait, il peut nous donner cette impression, quand il prend trop de place, nous enfermer dans une boîte trop étroite, comme par nos pensées, en fait, tout simplement limitantes, nos croyances. Alors moi, je le vois beaucoup chez les adultes, mais aussi chez les enfants, comment une croyance limitante, c'est-à-dire quelque chose que l'on croit sur soi, par exemple, je suis nul, ou papa m'aime pas, ou je vais pas y arriver, va conditionner toute ma vie toute ma vie, toute une manière d'être au monde et mes pensées. Et donc c'est ce mental-là, avec ces pensées, qui nous donne l'impression, en tout cas, d'être enfermé dans une boîte. Ça va jusque-là, Flora? Ouais, Tu as ouais, des ouais, questions? super. Et j'aime bien là, cette idée d'enfermement, justement, j'adore cette représentation avec Barba Papa qui est enfermé dans la boîte. Et tu parlais des croyances, mais c'est vraiment aussi s'enfermer soi-même parce que on peut en être jusqu'à plus savoir ce qu'on veut, ce dont on a envie, ce dont on a besoin. C'est vraiment cette idée d'enfermement de son âme, en fait. Oui, c'est ça, il y a vraiment une sensation d'étroitesse. Et même moi, je le vois quand je fais les soins aux personnes, comment en fait, c'est vrai, c'est comme s'il n'y a plus de mouvement énergétique, mais même dans le corps, il y a vraiment quelque chose qui fige. Et ça, c'est vraiment cette histoire de normalisation, en fait, qu'on apprend des petits, en fait, pour fonctionner. On va apprendre de dire bonjour, voilà. Puis après, à l'école, il y a plein de choses qui font que on intègre ces normes, mais du coup, des fois, quelque part, elles nous désintègrent, quoi. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive plus à fonctionner librement et à pouvoir écouter notre cœur. Et tout à l'heure, tu parlais du côté aussi addictif.
Et c'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça. Et en fait, ouais, ça, c'est parlant, en fait. Ce côté où, en fait, ça, on réfléchit tout le temps, on a plein d'idées, donc on est vraiment... il y a un côté, je sais pas si on peut dire valorisant, mais en tout cas qui est... Oui, ça donne vraiment une impression de maîtrise, de mm, performance en fait et de contrôle. Et c'est ça qui quelque part est... ouais, il y a un côté jouissif et même de pouvoir maîtriser. Moi, je me souviens quand je bossais en pharmacie, on avait un rythme élevé, on avait beaucoup de clients, donc il y avait quelque chose vraiment qui était de l'ordre du plaisir de pouvoir gérer 36 000 ouais, choses à la fois et qui fait que du coup, bah, tu t'arrêtes pas. mm, Mais à un moment donné, juste le corps, il suit plus parce que si vraiment on prend le temps de se poser, bah, peut-être on va prendre une pause. Mais oui, voilà, c'est vrai qu'il mm, y a vraiment ce côté un peu comme les jeux vidéo, hein, où en fait le mental, on peut tout créer avec. Sauf que mm. lui, le corps, il n'a pas le même rythme. Et, euh, et bon, voilà, c'est le, Sauf que souvent, quand tu te poses, c'est là où le moment, t'as le revers de la médaille et tu sens qu'en fait, on a trop fait, mais c'est trop tard, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc on va apprendre à le faire au fur et à mesure pour éviter justement que ce soit trop tard. Alors ce que je voulais vous montrer du coup, c'est hop, voilà, on en était là, à cette impression d'étroitesse. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le mental, en fait, il nous fait croire qu'on est un corps, une apparence, comme vous pouvez me voir là, hein, un corps de chair avec une tête, des jambes, un corps. Mais si on vraiment part de ce qu'on sent, on est beaucoup plus grand que ça, on est plus vibratoire, on est un corps de ressenti, on est voilà, beaucoup plus vaste que juste ce que nous fait croire le mental et puis de ce qu'on peut voir chez les autres. Parce que c'est vrai que chez les autres, bah, on voit bien qu'il y a un corps et une tête. Et le mental nous dit, bah oui, toi aussi, tu as un corps et une tête. Mais si on regarde juste là maintenant, là je vais juste vous faire une petite expérience pour voir ce dont je parle. Parce qu'il y en a peut-être qui sont déjà convaincus qu'on est un être vibratoire, mais j'aimerais aussi que vous puissiez le sentir. Là, si vous me regardez, donc vous voyez une tête avec un corps, de la peau, voilà, deux yeux. Mais si vous regardez vous, depuis là où vous me regardez, est-ce qu'il y a une tête? Est-ce qu'il y a deux yeux que vous voyez? Ou est-ce juste un espace ouvert en fait à ce qui est devant vous? Est-ce que au niveau du corps, vous avez l'impression d'être dans un corps de chair, de sang, avec des cellules, des organes? Ou est-ce que juste vous avez des ressentis, des sensations, des picotements? Et si vraiment on reste avec ça, on sent bien si on enlève l'image du corps que on est un espace dans lequel il y a des sensations, un espace ouvert qui accueille tout ce qui apparaît là, qui accueille tous les sons, même ceux qui ne veulent pas, en fait, on les accueille, en fait, c'est accueilli d'emblée. Et puis, vous pouvez bien percevoir qu'il y a des fois, quand, ça je vais l'expliquer plus en détail, quand il y a quelqu'un qui est énervé, qui n'est pas bien, on le sent de suite, le corps il réagit en fait. Et donc, si on était juste qu'un corps, on ne pourrait pas le sentir. On voit bien qu'on est au-delà de ça, qu'il y a quelque chose de... Oui, moi je mets le mot vibratoire parce que je trouve que c'est vraiment ça qui est assez parlant et que tout est ressenti en fait. On est vraiment plus un corps de ressenti. Et c'est par là après qu'on va aller. C'est assez clair, Flora, ce que Oui, et j'exprime? du coup, je me posais une question. Je me demandais si tu disais qu'est-ce qu'on ressent là maintenant dans notre corps. Mais en fait, je pense que si on est encore très dans le mental, très connecté, on peut quoi, être complètement déconnecté de son corps encore maintenant pour peut-être pour faire l'exercice que tu disais. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'après, on va faire avec des exercices progressifs. C'est sûr, et c'est vrai que ça, c'est vraiment le challenge quand on est vraiment habitué à être tout le temps dans le mental. Et même quand tu as une émotion, on va la rationaliser, expliquer pourquoi elle est là, essayer de trouver pourquoi il y a cette émotion, quelle est l'histoire derrière. Et c'est vrai que chez certaines patientes, moi, quand je travaille en soins, je fais que à partir du ressenti du corps. Donc, j'amène vraiment la personne à être au plus près du ressenti physique et à me le décrire vraiment dans les détails. Et pour beaucoup, c'est difficile au début. Mm. Après, c'est une habitude qu'on prend. Donc, c'est aussi ça que j'ai envie de vous transmettre. Mais c'est vrai, des fois, ça demande vraiment du temps de pouvoir revenir au corps tellement vraiment toute l'énergie est en haut et ça prend beaucoup de place. C'est ça, Et c'est déjà, ouais, il a été oublié quoi. Le corps a été un peu oublié, je pense, hein.
Oui, c'est ça. Bah, il est oublié aussi parce que quelque part, il y a un endroit où on ne le sent pas. En fait, on voit le corps des autres, mais le nôtre, on voit juste les bras quand on parle ou les jambes. Si vraiment on est avec ce qu'on vit là dans l'instant, bah, on est surtout un espace ouvert dans lequel il y a deux bras qui bougent. Mm. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est oublié. C'est que on le sent pas concrètement. Moi, je sens pas. Enfin, j'imagine aussi le sang, voilà tout ce qu'on peut décrire concrètement dans un corps. Et c'est pour ça que je disais, on est vraiment un corps de ressenti. Ouais. Mais je pense que, voilà, comme tu le disais, quand on est dans le mental, en fait, c'est comme si on coupait, je pense. Enfin, moi, c'est un peu ce que je ressens, tu vois, comme tu te coupes toi-même de ton corps, finalement, quoi. Ou tu ne le Oui. prends pas en considération. Euh, je ne sais pas si tu as beaucoup voilà, de personnes qui viennent te voir, où c'est souvent ça, en fait, où le corps est vraiment, tu vois, Ah le oui, nom. c'est pas du tout. Soit c'est une difficulté parce qu'il y a aussi beaucoup de troubles physiques. Donc, si tu veux, j'ai des personnes qui sont beaucoup dans le mental, mais aussi beaucoup d'angoisse, qui ont des tremblements. Donc, il y a vraiment des troubles physiques chroniques qui, pour moi, justement, sont le symptôme, et ça, on va le voir, qui sont le symptôme d'un mal-être et que le Ouais, mental est là, prend toute la place pour justement pas ressentir ce mal-être-là. Mais le ouais, corps, à un moment donné, il exprime en fait. ouais. Euh, alors du coup, je reviens, je fais des allers-retours, mais c'est pour aussi pouvoir qu'on puisse se voir. Donc dans ce que j'expliquais, alors est-ce que... Voilà. Dans ce que j'expliquais, le fait qu'on soit un être vibratoire, de perception, de ressenti, ce qui se passe en fait, ce que tu disais, où le mental va couper ça, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, si vous rentrez dans une pièce et qu'il y a une personne qui est énervée, donc ce que j'ai mis ambiance générale, la personne est énervée, en fait, ça, on va le percevoir à un niveau plus subtil, dont on n'est peut-être pas conscient, un niveau plus perceptif, intuitif, énergétique, comme vous voulez. Donc c'est perçu, c'est capté. Le corps, lui aussi, va l'enregistrer. Donc là, c'est le deuxième petit éclair où c'est ressenti par le corps. Donc il y a un resserrement, il y a une tension s'il y a quelqu'un d'énervé qui fait écho avec des choses que vous n'aimez pas forcément. Hein. En tout cas, où c'est difficile, la colère. Donc le corps va le ressentir. Et puis ça peut générer une émotion légère. Mais de suite, le mental, lui, va rationaliser et va bloquer tout ça en fait. Voilà, le mental va attirer l'attention en disant ah bah peut-être tu peux aller boire un verre, peut-être tu peux aller sur ton téléphone. Il va trouver quelque chose pour pas aller ressentir ce qui se passe dans le corps. Alors, c'est une protection en fait. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment une protection que le mental va utiliser parce que ben, si l'émotion arrive ou le ressenti arrive, ben, il a un peu peur de ce qui va se passer. Et donc c'est le cas quand je parlais là justement d'une patiente qui a des tremblements physiques par exemple. Dans la séance qu'on a vue, c'est que, par exemple, son enfant est en train de faire les devoirs et puis il a la tête en bas, il s'amuse. Et donc de suite, il y a bah non, mais ça se fait pas, on peut pas faire les devoirs comme ça. Voilà, les jugements qu'on peut avoir des fois sur les comportements de nos enfants. Et puis ça peut mettre une tension dans le corps, un agacement. Donc ça, c'est la première manifestation physique. Donc ça, c'est je dirais le bas de l'iceberg. Hein. Le mental est juste là, au-dessus, qui va commenter, juger, rationaliser. Mais en fait, en dessous, il y a une première réaction physique, un agacement. Et en fait, si on va plus profondément, les tremblements chroniques, par exemple, qu'avait cette personne-là, ben, ils sont là, en fond. Et plus en fond, en fait, ils sont le reflet d'une blessure ancienne qui, là, dans son cas, c'était une colère qu'elle avait contre ses parents parce que justement, elle ne se sentait pas comprise. Et que le comportement de son fils vient faire écho à ça, puisque lui, quelque part, il exprime sa liberté d'être et qu'elle, elle a été bloquée dans cette liberté. Et en fait, tous nos fonctionnements sont souvent, ou toutes nos rationalisations sont souvent l'écho de blessures antérieures ou de croyances qu'on n'a pas été voir, qu'on n'a pas libéré, qu'on n'a pas pu accepter à ce moment-là parce qu'on était dans un système de survie. Et donc le mental vient un peu bloquer ça. Je ne sais pas du coup si tu as des questions par rapport à ça ou des remarques. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait travailler sur nos croyances avant toute chose, en fait? Pour moi, il y a les deux. C'est-à-dire que bah, on peut déjà
comme je vais vous le montrer par des exercices, commencer à apprivoiser sa sensibilité, à revenir au corps. Mais c'est sûr qu'après, si on veut vraiment pouvoir aligner sa vie avec ses valeurs, sentir vraiment être à l'écoute de son cœur et qu'on sent qu'il y a des limitations, clairement, il y a besoin d'aller libérer des croyances. Alors, il y en a qu'on peut faire seul. Il y en a où on a besoin d'être accompagné parce que il y a des protecteurs, des systèmes de survie qui font que seul, on peut pas y aller. Oui. Et voilà, moi, je sais que j'ai beaucoup fait des soins sur moi. Et il y a des endroits où je sais que clairement, soit je m'endormais, soit c'était zone blanche, je voyais plus rien. Je dis, bon, là, il y a un protecteur qui veut pas, parce que ça vient toucher des systèmes de survie, on a besoin d'être accompagné pour y aller. Sachant qu'en fait, c'est ce qui est fou, c'est que c'est pour notre bien, quoi. Les croyances, elles sont là pour nous protéger, en fait, mais finalement, elles nous desservent la plupart du temps. Enfin, je crois qu'il y a 3 Oui, sortes de croyances, mais les croyances limitantes, par exemple, euh, elles nous empêchent quand même pas mal d'avancer dans la vie, quoi. oui, c'est ça, elles ont servi de protection dans l'enfance ou même elles sont construites dans l'enfance des fois par des mauvaises interprétations, parce que moi je le vois dans les enfants que j'accompagne, déjà même d'ici mois, il y a des croyances qui se mettent en place en fait. Et si elles sont validées par d'autres comportements, c'est vrai que ça crée une structure qui continue adulte en fait. Et c'est vrai que ces croyances-là qui étaient une protection au départ, deviennent limitantes, qui fait que par exemple on peut être timide, qui fait qu'on va plus écouter d'autres personnes que nous-mêmes parce qu'on a peur de nous écouter soi-même. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a plein comme de barrières à libérer. Et c'est vrai que moi, ayant fait pharmacie puis ingénieur, enfin, il y a eu tout un cadre très structuré. Donc vraiment, cette histoire de boîte, je la connais très bien et ça, il a fallu du temps avant de pouvoir en sortir et pouvoir écouter plus le ressenti. Et toi, justement, par rapport à ça, c'était quoi tes croyances quand justement tu as dû sortir de ce cadre de... Oh, il y en a plein en fait. C'est là où on voit que il y a des couches quoi. La première, je dirais la première grosse qui était vraiment le déclic pour moi dans tout mon parcours, ça a été de croire que en fait ma mère voulait un garçon. Donc très vite moi je l'ai senti et très vite j'ai cru qu'il fallait que je sois un garçon pour qu'elle m'aime. Et donc voilà, ça a été j'ai fait une crise d'anorexie à 15 ans et ça a été vraiment la première grosse croyance qui était là et qui, du coup, quand elle a été libérée, j'ai pu remanger normalement. En fait, je suis sortie de l'anorexie au bout de 3 ans. Quand ça a été vu. Et ça a été vraiment pour moi, justement, le déclic de waouh, mais tout mon monde et ma manière d'être au monde dépend de mes propres croyances, quoi. Et si je libère ça, mais c'est tout un autre monde qui s'ouvre. Et tu disais qu'on pouvait le travailler seul. Est-ce que tu as un petit conseil, une petite astuce pour là, ceux qui nous écoutent et qui ont envie peut-être de s'y pencher, pour commencer en tout cas? Et ben, dans les exercices qu'on va voir Ouais. après, ouais, ça va être vraiment parce que pour moi, plus on va écouter le ressenti, plus on va écouter le corps, les émotions et les laisser s'exprimer, plus les croyances peuvent se libérer en fait. Parce que les croyances, elles sont liées souvent à une blessure et une émotion qui est bloquée. Et donc, quand on libère cette émotion, la croyance tombe, le cœur s'allège et du coup, la clarté vient aussi. Tu vois, dans une décision, quand on n'arrive pas à prendre une décision, c'est que souvent il y a trop de peur. Et donc, quand on va vraiment explorer c'est quoi ces peurs-là, mais d'un point de vue ressenti physique, et que les peurs elles tombent, la clarté sur la décision elle vient de suite. Moi, combien de fois je l'ai vu chez mes patientes que en fait c'est pas moi qui donne la solution, je la sais pas du tout. Je les amène juste à revenir sentir ce qui se passe. Et quand ça se pose, ah bah il y a une évidence qui vient. Oui, Donc, c'est super ça, parce que c'est vrai que c'est un gros, gros problème quand même chez les hypersensibles, la prise de décision. oui, oui, oui. Et, c'est quelque C'est chose. ça, c'est qu'est-ce que va penser l'autre et si je fais ça, alors il y a ça qui va se passer. Si je fais ça, il y a ça, puis ça prend toute Ouais. la place et du coup on est bon, bah alors je fais quoi? Mm. Mais Je stop, on vais verra. On verra ça tout à l'heure alors. Ouais, ouais, je vais vraiment vous mettre en pratique. Alors, je voulais juste partager la suite justement sur quand on revient au senti. Donc voilà, de la petite boîte, ce qui se passe, c'est plus on va être à l'écoute de l'émotion qui monte, plus on va être à l'écoute du corps, de revenir au corps, plus, bah, vous voyez, il y a des petits bras qui sortent là de la boîte. Et en fait, plus on va gagner en fluidité et pouvoir vraiment exprimer
qui on est. En fait, c'est juste pouvoir entendre c'est quoi mes vraies valeurs, c'est quoi mes vrais désirs et oser les suivre. Ouais, c'est ça qui est important, quoi. C'est aussi après, y aller, quoi, y aller à fond et oser les suivre. Oui, Mmh. alors, voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est un peu les 4 petits exercices, que je vais vous présenter. Donc le premier qui est revenir aux sensations. Donc on va prendre 5-10 minutes pour le faire. Le deuxième, c'est justement pouvoir sentir, si mon corps il dit oui ou non, plutôt que ma tête. Et c'est ça qui est hyper important parce que ça, on le sent. Mais c'est vrai que très vite, le mental va le couper. Donc comment je peux faire pour ressentir ce oui, ce non? Comment vivre pleinement une émotion? C'est-à-dire que souvent, il y a une émotion qui est là, hop, on la coupe. Alors évidemment, si on est à un repas et que c'est pas forcément évident, il est plutôt judicieux de maintenir cette émotion, mais pouvoir après, chez soi, de pouvoir la laisser s'exprimer, pour justement laisser s'exprimer ce qu'il y a besoin en fond, en fait, parce qu'elle n'est pas là pour rien. Et ensuite, comment habiter son corps? Parce que c'est vrai que ce que je repère chez les hyper, il y a vraiment une difficulté à habiter le corps. Donc soit c'est trop dans le mental, soit il y a beaucoup de peur et l'énergie elle est plus derrière le corps, soit on est trop à fond et l'énergie elle est trop devant. Et donc il y a vraiment besoin de revenir complètement dans le corps parce que du coup, ça permet vraiment une confiance en soi. Si on est en décalage, forcément il y a comme quelque chose qui tremble tout le temps et qui n'est pas aligné avec qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que j'ai tout dit ce que je voulais vous dire? Ce qui me venait aussi par rapport au mental, hein, je ne sais pas si j'ai été assez claire là-dessus, c'est que justement, comme il y a une émotion en bas, il joue vraiment comme un prestidigitateur et il attire l'attention pour pas qu'on y aille. Alors, du coup, on va commencer les exercices. Si c'est bon pour toi, Flora, ou si Ouais, tu as d'autres choses à... non, parfait. T'es prête? Voilà, c'est un peu pour sortir de cet hyper-contrôle, de cette hyper-vigilance qu'on connaît bien en tant qu'au potentiel. Donc la première chose que je vais vous proposer, on va le faire ensemble, et c'est vraiment des exercices que vous pouvez faire le matin au réveil, donc dans le lit. Donc moi vraiment, je prône la douceur, le confort, la détente. Donc ça peut être donc, le matin au réveil. Alors si vous faites dans le lit, attention de bien mettre le réveil pour ne pas s'endormir juste au moment où vous le faites. Ou le soir au coucher, donc juste avant de vous endormir, ça permettra d'éviter justement des insomnies. Donc pour commencer cet exercice, je vais vous demander de fermer les yeux, de vous installer confortablement. Donc je vais le faire avec vous et puis je vais vous guider. Donc ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que c'est accessible de suite. Donc ce que je vais vous proposer, c'est déjà juste de respirer, c'est-à-dire de prendre conscience de la respiration. Donc il peut venir une grande inspiration. Là, c'est vrai que moi j'ai parlé beaucoup, donc voilà, le corps a besoin de se poser. Et juste de repérer comment vous respirez. Et de laisser faire ce qui vient. Si c'est des grandes inspirations, des petites. Et de repérer juste, est-ce que vous respirez rapidement ou lentement? Est-ce que vous respirez plutôt par le ventre ou plutôt par la poitrine ou au milieu? Donc là, vraiment, on est vraiment dans l'exploration de ce qui est là maintenant, sans chercher à ce qu'il y ait une respiration parfaite. Il n'y a pas de respiration parfaite de toute manière. L'important, c'est comment vous respirez là maintenant. Et en fait, ce qu'on peut noter, c'est que quand on est complètement avec la respiration, donc à observer comment elle est, on attire l'attention sur la respiration. Et le mental, du coup, il n'est plus là parce qu'on ne peut pas être complètement dans le mental et complètement dans la respiration. Donc vous observez comment ça respire, comment ça évolue là maintenant.
Et peut-être observer aussi s'il y a des zones du corps qui se détendent. Et donc on laisse faire, on observe comment ça respire. Et voilà, s'il y a des sensations de détente, si c'est peut-être les épaules, la nuque, le dos. Juste on explore comment c'est là maintenant. Et on laisse le corps se déposer tranquillement. Et vous observez si la respiration, elle est différente de tout à l'heure. Comment elle est maintenant? Est-ce qu'elle est plus lente? Est-ce qu'elle est plus basse? Est-ce qu'elle est rapide? Et vous laissez faire. Et vous sentez aussi s'il y a toujours des endroits qui se détendent, qui se déposent. Peut-être il y a des endroits aussi qui sont tendus. Donc juste on observe toutes les sensations qui sont là dans le corps. Et on laisse faire le corps s'il a besoin de bouger. Voilà, il n'y a rien à contrôler là, juste on observe ce qui est là maintenant. Comme des explorateurs de notre décor intérieur. Donc on laisse le corps respirer comme il veut, comme c'est maintenant. Alors peut-être il peut y avoir une émotion, donc on la laisse complètement être. On fait de la place à tout ce qui est là, toutes ces sensations qui sont là maintenant. C'est vraiment faire de l'espace à ce qui est là. Revenir au ressenti pur, c'est-à-dire vraiment aux sensations. Alors, il y a des sensations de mouvement, peut-être des sensations de tension, de détente, de mouvement de la respiration. Et c'est juste de goûter totalement tous ces mouvements qui sont là, de les laisser faire, comme des vagues qui vont et qui viennent. On devient un espace dans lequel tout ça apparaît. Tous ces mouvements, peut-être des tremblements, et toujours la respiration qui est là. Qui peut changer, qui peut varier, qui peut être ample ou rapide. Et vous verrez à chaque fois que vous faites cet exercice, à chaque fois c'est différent. C'est une nouvelle exploration selon ce qu'on a vécu avant. Donc juste on laisse faire ce qui est là. On laisse les épaules se détendre, la nuque, le dos, le ventre. Voilà, il n'y a rien à faire, juste observer, être avec tout ce qui apparaît, toutes ces sensations.
Alors, ce qui peut aider aussi, c'est de mettre les mains sur le corps, soit sur la poitrine, soit sur le ventre, et sentir ce qui se passe sous les mains. Donc ça peut se faire allongé ou assis. Voilà le premier exercice que je voulais vous partager. Donc vous pouvez ouvrir les yeux. Et c'est vraiment un exercice je dirais, à approfondir, à faire au quotidien. C'est pour ça que je proposais le matin et le soir. Ça peut prendre 5 minutes, comme 10 minutes, 1 heure. Moi, j'ai vraiment commencé comme ça le soir avant de m'endormir. Puis après, des fois, ça durait toute la nuit. Donc, je ne dormais plus. Il y avait plein de mouvements énergétiques qui se faisaient. Mais c'est aussi comme ça que ma sensibilité s'est développée, ma lecture de l'invisible et de l'énergétique. C'est que j'ai vraiment plongé, parce que pour moi, c'est vraiment comme une plongée dans les sensations. Et j'ai vraiment plongé dans ces mouvements du corps, dans comment il se détend. Donc, c'est vrai que pendant 2 ans, bon, moi, ça a été particulier. Je l'ai vécu presque toutes les nuits. Des fois, ça me réveillait la nuit, puis hop, le travail se faisait. Mais voilà, déjà, ça permet de se poser. Comment tu l'as ressenti, Flora? Ça a été? Ah ouais, heureusement que je me suis pas endormie parce que sinon, non, c'était chouette. Alors je me suis demandé, moi j'ai une respiration très courte, enfin très, petite quoi, une petite respiration et après ça change. Est-ce que ça veut dire quelque chose quand, selon le type de respiration qu'on a? Bah, pas forcément en fait, c'est surtout que, bah, là on est en pleine, voilà, il peut y avoir du stress qui fait qu'on fasse la conférence aussi. Donc du coup, souvent quand il y a du stress, il y a plus la respiration peut être plus rapide et plus haute. Elle sera pas la même, si, tu as passé 1 heure à avoir un massage ou te détendre. Donc en fait, elle fluctue. Moi, j'y mets pas de signification. Ce que je repère souvent, c'est que plus il y a de la détente, plus elle est basse, plus elle est ample. Mmh. Voilà, mais par moment, il peut y avoir des grands moments d'inspire, alors que c'est détendu. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de vraiment laisser le corps faire. Parce que lui, il sait vraiment ce dont il a besoin. C'est-à-dire que vous pouvez, à un moment donné, sentir qu'il va aller comme ça, dans un sens ou dans un autre. Enfin, il y a vraiment quelque chose où le corps, il va se détendre tout seul quand vraiment on met de l'espace et on laisse le ressenti prendre toute la place. Et la respiration, c'est ça, elle va fluctuer. Moi, je sentais que il y avait des tremblements. Bon, bah voilà, on laisse faire tout ce qui peut venir. Donc tu accueilles quand tu ressens ça, tu accueilles et sans essayer de mettre quelque chose dessus en fait, c'est ça? Ouais, l'idée, c'est surtout de pas Mmh. chercher à comprendre pourquoi il y a ça. Parce que là, du coup, le mental vient, il peut bloquer. C'est vraiment comme des vagues qu'on laisse venir et disparaître. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais bon, plus on le fait, plus ça va devenir facile. C'est pour ça que je propose vraiment de le faire le matin et le soir. Dans un premier temps, je dirais quand ça va bien quelque part, Mmh. pour pouvoir apprivoiser ça. Parce qu'on va voir après quand il y a une émotion comment on fait. Mais déjà, le fait de le faire au quotidien, ça permet de déjà mieux se connaître aussi, mieux voir son corps. Ah oui, là, j'ai tout le temps les... Parce que c'est ça qu'on va repérer. J'ai tout le temps les épaules tendues dès qu'on commence l'exercice, puis ça se détend. Donc, on va pouvoir repérer en fait les endroits de tension du corps et comment en fait on se tend tout le temps dans la journée. Parce que Mmh. dès qu'on est dans le mental, hop, il y a comme quelque chose qui remonte plus. Donc les épaules sont plus tendues, la respiration est plus haute aussi. Et toi, tu disais qu'avec cet exercice-là, parfois ça t'empêchait de dormir en le faisant, c'est ça? En fait, ce que ça a déclenché chez moi quand je le faisais, au bout d'un moment, il y avait comme une montée d'énergie qui se faisait et les soins qui se D'accord. font, quoi. Donc c'est vrai que moi, j'ai commencé comme ça. Et c'est après que j'ai commencé à faire sur les autres. Et maintenant, des fois, ça me réveille la nuit et je sens que le soin, il se fait la nuit. Donc moi, c'est essentiellement la nuit. D'accord. Mais ça peut m'arriver aussi, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le fait de le faire régulièrement, c'est qu'il y a des fois, je peux être dans l'action, puis tout à coup, je sens que le corps, il fait waouh, stop. Et je sens que j'ai besoin de méditer, de me poser. Et en fait, moi, quand je médite, c'est juste ça que je fais, hein. Je me pose et puis je laisse faire. Et ça dure 1 heure. Et puis après, c'est bon. Mais ça peut durer 5 minutes aussi. C'est vraiment après à chacun d'écouter ce qui est juste pour soi. Et c'est pour ça que plus on va dans le corps, dans ce ressenti physique, parce qu'il y a vraiment, plus on va être dans le ressenti physique,
moi, on est dans le mental. On ne peut pas faire deux choses à la fois, en tout cas à cet endroit-là, de porter l'attention sur le physique. Du coup, alors ça va remonter, puis après on redescend, mais c'est plus facile de porter l'attention sur le physique que chercher à calmer le mental. Ouais. Et d'être vraiment à l'écoute de « Ah, là, il y a une sensation, comment elle va ?» quitte à la suivre, de vraiment d'être avec, de plonger dans les sensations du corps. Ouais. Alors, le deuxième exercice que je voulais vous proposer, c'est justement de sentir quand le corps il dit oui ou quand il dit non. Parce que la tête, elle va dire oui ou non avec toutes ses raisons. Mais le corps, lui, il va nous indiquer si c'est oui ou non. Et donc, plus on est détendu, plus ça va être facile de le sentir, même si, en fait, des fois, vous le sentez, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vous propose de sortir, j'allais dire au restaurant, bon, maintenant, ça ne se fait plus, mais de Pourquoi? sortir, de sortir chez un ami, par exemple, et vous pouvez sentir de suite que le corps, il se resserre. Je sais pas, ça te parle ça, Flora? Tu as déjà Oui, perçu ça? alors sur des petites choses comme ça va, je pense. Mais tu vois, sur des choses plus importantes ou des décisions ou quelque chose où vraiment ça demande une reconnexion à son âme, je le sens moins. C'est plus Ouais. compliqué. C'est-à-dire que, voilà, déjà de repérer ces petites choses. Est-ce que j'ai envie d'un thé? Oui, non. Alors, pour le sentir, c'est pareil. On peut fermer les yeux. Donc, pareil, on va le refaire juste 1 minute. On peut fermer les yeux, puis je vais vous donner des choses et vous allez essayer de sentir. Donc, on ferme les yeux. On revient à la respiration. Donc, voilà, ça prend un petit temps juste pour revenir au corps. Sentir comment il respire. Voilà, laisser les épaules se détendre, le corps se détendre. Et puis si je vous dis, est-ce que vous avez envie d'une glace, là, maintenant? Et juste sentir ce que fait le corps. Est-ce que vous avez envie de mettre le masque, là, maintenant? Est-ce que vous avez envie d'aller faire une balade dans la nature, maintenant? Voilà, 3 petits exercices. Bon, là, c'est des phrases. Alors, ça peut pas faire forcément de sensation, ça fait pas forcément écho, mais souvent, on sent si le corps, il fait. Quand il fait oui, c'est comme si on sent qu'il y a une ouverture à l'intérieur. Enfin, en tout cas, pour moi. Alors après, c'est à vous de sentir ce que fait le corps. C'est pour ça que ça demande d'être à l'écoute de ses propres ressentis. Et quand ça fait non, on sent que, en tout cas, il y a quelque chose qui se resserre. Alors, pour répondre à ta question sur des décisions importantes, là, de suite, il y a des peurs qui arrivent et qui font que là, on n'arrive plus à sentir et qu'en effet, ça demande de prendre beaucoup plus de temps, pas comme là, on l'a fait 1 minute, mais en effet, de vraiment prendre un temps de méditation pour, surtout si on n'est pas habitué, pour vraiment lâcher le mental, revenir et peut-être se faire aider pour aller voir c'est quoi les peurs. Ou alors tout simplement de revenir à là maintenant, d'évoquer le sujet et de sentir s'il y a des peurs qui montent ou s'il y a une émotion. Et pareil, les laisser prendre complètement la place. Et ça, c'est l'autre exercice que je voulais proposer. Comment on fait quand il y a une émotion qui est là? Quand il y a une émotion ou quand il y a un mal-être, un malaise, où on sent qu'on n'est pas bien. Donc, dès que vous pouvez, un moment où vous êtes tranquille, en tout cas, prendre ce moment pour se poser. Et pareil que ce qu'on a fait. Donc, alors pareil, je vais vous guider même s'il n'y a pas d'émotion, mais pour que vous puissiez sentir. Donc, de fermer les yeux, de revenir à la respiration. Et s'il y a une émotion qui est là, par exemple une émotion de tristesse, de vraiment sentir dans le corps où est cette tristesse. Est-ce que c'est plutôt dans le ventre? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la poitrine? Donc déjà repérer dans le corps, quand il y a une tristesse ou une colère, enfin là je pars sur une tristesse par exemple, de repérer dans le corps où est-ce qu'elle est. Et puis, une fois qu'on a repéré l'endroit, de repérer si c'est un resserrement, si c'est un picotement, si c'est une tension, de vraiment explorer l'émotion.
Donc vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez. C'est juste de partir à l'exploration de l'émotion. Donc une fois qu'on a repéré l'endroit, qu'on a repéré la sensation, et bien juste de faire de la place à cette sensation. Et souvent, ce dont on a peur, c'est de se laisser envahir par l'émotion. Alors évidemment, si on est avec des gens, c'est pas l'endroit. Mais c'est pour ça que je dis de prendre un endroit où on est au calme, on est en sécurité chez soi, et de laisser toute la place à cette émotion. Et donc du coup, de vraiment sentir toutes les sensations de l'émotion, la laisser vraiment nous envahir, faire la place, d'être dans cet espace d'accueil où on la laisse complètement venir. Et donc il peut y avoir plein de larmes, voilà, ça peut prendre des tremblements, de laisser faire, de se laisser traverser par l'émotion sans chercher à comprendre pourquoi elle est là. Ça n'a aucun intérêt en fait. Et pour moi, c'est hyper important parce que on peut, je sais pas, être triste, je sais pas, par exemple, parce que notre compagnon nous a pas envoyé un texto depuis, on va dire 2 jours. Et donc, il peut y avoir du stress, une émotion qui monte. Et soit on va partir dans pourquoi, et puis qu'est-ce que ça évoque chez moi, et essayer de rationaliser, de comprendre en fait pourquoi il y a cette tristesse-là. Et donc ça, en fait, ça mène nulle part. On peut avoir des explications, des prises de conscience, mais ça va pas libérer l'émotion, ça va pas nous apaiser. Alors que de laisser complètement vivre l'émotion quand elle prend toute la place et du coup qu'elle se calme, il y a vraiment comme une clarté et un apaisement qui se fait. Et donc par rapport à une décision aussi, quand cette clarté, si c'est des peurs qui empêchent la décision, quand ces peurs sont complètement vécues, il y a une clarté qui arrive et du coup, les choses, la décision vient d'elle-même et ça se met en place. Et ça me fait penser à une amie qui m'avait appelée pour une séance et en fait, elle avait de la difficulté à aller prospecter des campings pour proposer ses services par rapport à un massage. Donc pareil, on est parti vraiment de la sensation de peur qui était là. Et puis on a exploré en profondeur. Et puis ce qui venait, en fait, il y avait des mémoires d'enfance qui sont remontées, des difficultés avec son compagnon, enfin des choses qui n'avaient rien à voir en fait avec l'histoire des campings. Mais une fois que tout ça s'est libéré et monté à la conscience, ce qui est venu pour elle, l'évidence n'avait toujours rien à voir avec les campings d'ailleurs, c'était vraiment d'avoir son van, de partir dans la nature, il y avait comme voilà ce que j'ai vraiment envie, donc c'était un camping particulier qu'elle visait, mais ça venait évoquer son désir vraiment de vivre dans un van et d'avoir un grand terrain de nature. Et donc je lui dis ok, donc elle explorait tout cette, comment dire, son rêve quelque part. Donc moi, je lui faisais ressentir et je lui ai dit après, vas-y, prends le temps d'explorer tout ça et de le mettre sur papier, de le noter en fait, parce que quand ça reste dans la tête, c'est moins clair. Quand on commence à l'écrire, ça demande à clarifier ses pensées. Et donc, elle avait trouvé son van, mais elle me dit, mais en fait, c'est trop cher, je ne peux pas me l'offrir. Je fais, ok, c'est pas grave, pour le moment, garde l'idée. Et 15 jours après, il y a une amie qui vient chez elle, ça faisait 1 an et demi qu'elle ne l'avait pas vue, qui venait de lui dire qu'elle venait d'acheter un terrain, elle cherchait quelqu'un pour vivre avec elle sur le terrain et qu'elle avait un van et qu'elle était prête à lui prêter, enfin, tout ce qu'elle avait imaginé qui commençait à s'ouvrir d'un seul coup. Et c'était juste magique, quoi. Alors, c'était pas le van qu'elle avait rêvé, mais voilà, du coup, là, elle avait un van gratuit et qui correspondait à son budget et voilà, une nouvelle page qui s'ouvrait. Et voilà, tout ça, au départ, on est parti d'une peur et du coup, ça a pu libérer ce qu'elle voulait vraiment au fond, en fait. Alors que le mental n'aurait même pas pu imaginer les raisons de ces peurs. Et même moi, quand j'accompagne, je ne sais pas du tout où ça va aller. Et ce n'est pas moi qui ai la solution, c'est vraiment la personne qui a sa propre solution quand justement ces croyances limitantes, elles tombent. Ouais, et puis ça revient à dire qu'après tu reviens au mental et c'est ce qu'on veut éviter et on veut rester dans ce que le corps ressent, quoi. Si tu essayes C'est ça. Alors d'analyser. après, le mental peut servir, il est vraiment utile. C'est pour ça que je montrais, je dirais, les pièges positifs et les pièges négatifs. Mais c'est aussi, c'est-à-dire que justement, quand il y a de la clarté dans le cœur, après la pensée arrive et peut mettre en action. Et c'est là où il est utile parce qu'il est au service du cœur, il est au service de l'âme et de l'être qu'on est, qu'on a envie d'émaner. Et en fait, je trouve que chez les hauts potentiels, chez les hyper, les atypiques, je ne sais pas trop comment les appeler, mais c'est un peu ça. Il y a aussi enfin, il me semble, il y a autant cette hyper exigence et ce contrôle qui pour moi est vraiment comme
de normalisation, mais il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur comme d'un sans limite, d'une envie d'être complètement soi-même dans toutes les dimensions de l'être, en fait. Et moi, c'est ça que j'aime accompagner, c'est qu'il n'y a pas juste la dimension émotionnelle, psychique, mentale, il y a vraiment une dimension de l'être qui est beaucoup plus vaste, et on perçoit qu'on est plus vaste que juste ce corps ou juste ces limites qu'on s'impose. Et c'est ça qui pousse, en fait, beaucoup chez les hyper, parce que cette hypersensibilité, pour moi, c'est vraiment une ouverture vibratoire, hein. Alors, l'autre exercice que je voulais vous proposer, c'est justement quand le mental est à fond, quand on est complètement pris dans l'addiction et qu'il prend toute la place, et que là, on n'arrive pas à le calmer. Le seul moyen de le calmer, c'est d'aller dans son sens. C'est-à-dire que quand le mental est à fond, et qu'on ne peut pas se poser parce que lui, il prend voilà, tout ça, et qu'on sent bien que le corps n'arrive pas à se poser, et ben, du coup, c'est d'aller soit courir, d'aller danser, d'aller faire quelque chose où on va dépenser le corps pour que justement, à un moment donné, ça puisse se poser. C'est pas à ce moment-là qu'on peut méditer. Enfin, on peut essayer, mais justement, s'il il est trop à fond, ça va être plutôt d'aller dans son sens. Donc, ça peut être de se masser soi, alors notamment les pieds. Moi, j'ai une préférence pour les pieds parce que c'est quelque chose qui est plus, qui ancre plus. Donc, ça peut être les pieds. Mais bon, après, c'est aussi sentir si c'est les mains, si c'est le corps. Enfin, voilà, de passer par le corps. Ça peut être de mettre la musique qu'on préfère et de danser dessus. Ça peut être d'aller se balader dans la nature. Et après, une fois que le corps est un peu plus posé, de pouvoir faire les exercices que je proposais au début, de revenir à la respiration, de pouvoir vraiment se poser tranquillement. Mais voilà, des fois, c'est vrai que ça demande de passer par de l'action, en fait. Ouais. Quelque chose qui va revenir de force quelque part au corps, enfin de force physiquement au corps. Tu parlais d'ancrage. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est? Alors, quand je parle d'ancrage, c'est vraiment juste d'habiter le corps, en fait, d'être vraiment présent. C'est pas forcément, je parle pas forcément d'ancrage énergétique, hein. C'est plus, enfin, oui et non, c'est-à-dire que quand je parle d'ancrage, c'est vraiment d'habiter son corps, de sentir qu'on est vraiment complètement là, et du coup qu'on est beaucoup plus posé. Quand on est dans la tête, ben, toute l'énergie, elle est là-haut. Et moi, comment je le perçois, c'est que l'énergie, souvent, elle est décalée, ou soit elle est un peu dans tous les sens, ou elle est trop devant, trop derrière. Et l'ancrage, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir sentir qu'on est là complètement dans son corps. Ouais. Alors, un exercice qui aide aussi pour l'ancrage, donc je revenais sur le massage des pieds, on peut utiliser de l'huile essentielle de laurier noble, qui est vraiment une huile essentielle qui permet de donner du courage et de ramener à soi, dans le concret. Donc on peut mettre 1 ou 2 gouttes sur les pieds, soit on masse, soit on frictionne. Et l'huile essentielle de petit grain bigaradier, qui est une huile essentielle aussi qui va, pour moi, ancrer, mais qui va aussi aider à se détendre. Donc on peut la mettre le matin et le soir. Donc pourquoi sous les pieds? Parce que c'est là où le sang va aller du bas vers le haut, donc ça va diffuser dans tout le corps. Aussi, pour ramener à l'ancrage, hein. L'ancrage, c'est vraiment d'avoir les pieds sur terre, quoi, tout simplement, en fait, hein, parce qu'on est des êtres spirituels, mais on a aussi un corps, et qui est notre véhicule, et on a aussi besoin de mettre des choses en action. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup d'alignement entre la tête, le corps et le cœur, parce qu'on a besoin que les trois soient alignés pour vraiment exprimer notre singularité, pour vraiment être totalement nous-mêmes et se sentir à sa place. Parce que pour moi, il n'y a pas de décalage, où on n'a pas à s'adapter à la société. On a juste à être totalement nous-mêmes, et quand on est totalement nous-mêmes, il n'y a pas de souci avec la société. Et tu vois, par exemple, pour moi, ça a été vraiment le gros déclic, hein. Ça a été vraiment d'admettre que dans mon alignement, la spiritualité a une part hyper importante. Et donc, j'ai fait pharmacie, et après, j'ai fait une formation de psychothérapeute. Et en fait, j'ai pas pu
m'installer en tant que psychothérapeute parce que justement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas cette dimension de la spiritualité, de l'être, qui fait que, bah, je me sentais pas, à ma place, en fait. Il y avait quelque chose, même si j'avais fait cette formation, où je me sentais pas alignée. Et quand vraiment j'ai intégré que, bah oui, bah, je suis comme ça, je suis faite comme ça, en fait, depuis petite, c'est là, je parle aux étoiles et tu vois? Enfin, quand je dis ça, c'était vraiment, j'avais cette sensation de parler aux étoiles, enfant, mais il y a que cette impression d'être plus vaste, en fait. Et quand vraiment j'ai intégré que, bah, ma singularité, c'est ça, mon unicité, c'est ça, avec une sensibilité que je peux utiliser au service des autres, bah, c'était devenu une évidence. Et du coup, j'ai plus de soucis à dire: «Bah oui, je suis thérapeute énergétique», et même s'il y a des gens à qui ça ne parle pas, bah, c'est pas un souci. Je suis pas là à chercher à convaincre, j'en parle pas s'il y a pas de demande, mais moi, je me sens par contre complètement à ma place et j'ai plus peur d'en parler, en fait. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment ça, de trouver, sa place. Alors pour moi, c'est ça, pour d'autres, c'est autre chose, mais c'est comme à ce moment-là, on se sent légitime, hein, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. Il y a vraiment cet alignement qui se pose. Ouais, tu es à la juste place et tu bien comme ça, quoi. Oui, et il y a plus peur du regard des autres, hein. Enfin, en tout cas moins, parce que Mmh. il y a toujours ce rapport aux autres, mais beaucoup moins, quand on se sent à sa place. Et c'est vrai que moi, je le vois, chez les enfants, parce que c'est vrai qu'avec eux, ça va très vite. En quelques séances, on peut le voir quand il y a vraiment la confiance en eux et qu'ils se reconnaissent pleinement dans leurs valeurs. Il y a, ben, de suite, ils intègrent le groupe, de suite, ils ont plus peur quand ils font des erreurs alors qu'avant ils étaient terrorisés. Il y a vraiment quelque chose qui, dès que la confiance est là, mais une reconnaissance en fait de qui je suis vraiment. Parce que pour moi, beaucoup, souvent, les femmes que j'accompagne, elles me disent, mais je sais pas qui je suis en fait. Mmh. Et bah oui, parce qu'en fait, on t'a tellement dit qu'il fallait être comme ci, comme ça, petite, qu'il fallait rester dans un critère, surtout pour les femmes, hein, d'apparence, de manière de se comporter, que, ben, et moi, en fait, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes valeurs, qui je suis vraiment. Et c'est vraiment dans l'écoute du corps, dans de la douceur avec soi qu'on peut retrouver ça. Et tu parlais, tu sais, de que parfois on peut être, derrière ou un peu plus devant, enfin ou à côté de son corps. Est-ce qu'il y a un moyen de enfin on le ressent, ou est-ce que, tu vois? Enfin comment on peut savoir justement, ou ressentir que Alors ça, je sais pas si les personnes peuvent le sentir. Bah, souvent, quand par exemple, la personne est plus devant, c'est que souvent, là où elle peut le sentir, c'est dans ses comportements, c'est qu'elle est tout le temps à fond, ouais, en avance, tu vois, à y aller. Quand c'est derrière, dans ce que j'ai observé, hein, c'est vraiment des personnes au contraire qui ont beaucoup peur, donc qui sont plus effrayées et qui vont se mettre en retrait. Donc l'énergie, elle va avec. ouais, C'est souvent, alors est-ce que c'est l'énergie qui fait ça ou les pensées qui font que l'énergie va là? C'est vrai que quand les croyances se libèrent, bah, l'énergie revient. Hem, donc je ne sais pas si on peut le sentir. Voilà, on peut observer comment on fonctionne, et ce qui va aider, c'est vraiment de revenir au corps. Moi, il y a vraiment les exercices que j'ai proposés qui vont, alors ça peut être aussi de marcher, dans l'herbe, pieds nus, d'être dans la nature. Après chacun, et c'est là où c'est important, c'est à chacun de sentir, d'écouter, c'est quoi qui me fait plaisir? C'est où que c'est facile en fait pour moi? mmh, Et un autre exercice qui me vient, un exercice qu'on peut faire quand on n'est pas bien ou qu'on est un peu triste ou juste, pour le plaisir, c'est par exemple juste se bercer comme ça, tout doucement, sans rien faire, et d'être dans le ressenti du bercement. De vraiment sentir, d'être avec totalement, et de faire ça, par exemple, le soir au coucher, mais quand vous le sentez. Et en fait, juste de faire ce petit mouvement-là, bah, petit à petit, le corps se détend, le cœur se détend aussi, parce que c'est vraiment un bercement du bébé, en fait. Et ça met de suite de la détente quand on est vraiment à l'écoute du ressenti. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, parce que si le mental raconte des histoires, forcément, c'est plus compliqué. Mais de vraiment revenir dessus. Alors, il y a aussi l'autre exercice qui est, pour sentir le oui et le non, c'est d'utiliser son corps comme une boussole. C'est-à-dire poser la question et sentir si le corps il va en avant ou en arrière pour un oui. Donc, par exemple, on peut utiliser son prénom. Est-ce que je m'appelle, dans mon cas, est-ce que je m'appelle Estelle? Et sentir où le corps y va. Et donc ça, c'est un oui. Est-ce que je m'appelle Gertrude? Et sentir où le corps va. Mais ça, c'est pareil, c'est ça.
C'est utile si on est vraiment dans le ressenti, et c'est utile sur des petites choses, sur des grandes décisions où il y a des peurs. Là, le mental, il va un peu fausser la réponse, hein. Et c'est pour ça que c'est important de s'entraîner sur des petites choses. C'est est-ce que j'ai envie d'un thé? Est-ce que j'ai envie de voir un tel? Est-ce que j'ai envie d'appeler un tel? Et ça, on peut le sentir en fait, parce qu'il y a une étude scientifique qui a montré que en fait, le corps bouge avant le mental. C'est-à-dire que vous voulez ouvrir une fenêtre, en fait, le corps, il va y aller, et puis après, il y a la pensée, je vais ouvrir la fenêtre. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, il sait déjà, il est déjà en mouvement, et le mental, lui, vient juste commenter quelque chose. Donc, il n'a pas tant de place que ça, c'est pas lui qui nous maîtrise, c'est pas lui qui contrôle. Il vient juste faire des commentaires. Donc, si on porte l'attention sur le corps, c'est lui qui va nous dire en fait le bon chemin. Et de suite, on sent, est-ce que j'ai envie de faire ça, par exemple? Si on sent de suite la fatigue, c'est que c'est non, quoi. Alors, des fois, on a du mal à écouter ça, mais si tu sais, il faut que tu fasses ta gym là tous les jours, tu t'es promis. Et puis, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, le corps, il n'a pas envie. Et c'est vrai que ça demande de faire confiance au corps et de l'écouter. Et je pense aux femmes, notamment, où on est pas mal mue, on va dire, par nos cycles aussi, hein. Et il y a vraiment des moments du cycle où si on écoute, il y a juste besoin de se reposer. Au moment des lunes, c'est assez flagrant. Il y a besoin juste de se reposer totalement, de vraiment prendre des temps pour méditer, pour se retrouver. Et si ce temps, il est respecté, du coup, à la fin des lunes, il y a vraiment quelque chose comme de l'énergie qui revient. Et là, on peut être vraiment efficace. Et là, on a l'énergie. Et là, on est créative, vraiment comme le printemps. Et on a vraiment ces 4 saisons en nous. Et plus on va être à l'écoute du corps, plus ça va être bénéfique aussi dans ce qu'on va pouvoir apporter. C'est ça devient un allié, quoi, en fait. Ouais, complètement. Et justement, pour aller plus loin aussi, toi, tu nous as préparé un petit atelier où on peut retrouver des exercices pour nous aider à reconnecter avec son corps. Et moi, je les ai faits. Et c'est vrai que je trouvais ça super chouette d'avoir cette impression de plonger à l'intérieur de ton corps, en fait. Je trouvais ça vraiment, vraiment bien. Et, et, euh, et ce que j'ai bien aimé aussi dans tes exercices, c'est que c'est pas grave si on a plein de pensées, parce qu'en fait, on est guidé quand même par ta voix, et le fait d'être plongé dans la respiration ou dans le corps comme ça, tu sais, ça fait pas l'effet de je veux méditer et en fait, je me pose et il y a plein de pensées qui arrivent et donc du coup, j'arrête de méditer. C'est assez Oui, beau. c'est ça qui est des fois difficile quand il y a beaucoup de pensées, c'est de se forcer à méditer. Parce qu'il y a plusieurs méditations, la méditation de la concentration. Et c'est vrai que quand le mental turbine, c'est super difficile. Et là, en effet, dans les exercices, c'est un peu ce que je vous ai montré, mais en plus long. Et avec du mouvement, avec de la danse, voilà, avec des choses qui sont aussi ludiques, parce que pour moi, ça passe aussi par le plaisir, par la douceur, hein, vraiment, c'est la douceur, parce qu'on a tendance à être hyper critique avec soi, hyper exigeant. Et ça, c'est vraiment le mental qui ne connaît pas la douceur, en fait. Lui, il veut de la performance. Et oui, dans les exercices, c'est vraiment de pouvoir plonger. Et puis, c'est pas grave si on n'y arrive pas, parce qu'en fait, il y a rien qui est... Il n'y a pas de résultat à atteindre. C'est vraiment juste d'explorer comment on se sent. Puis au début, on n'y arrive pas trop. Puis à force de le faire, ça vient petit à petit. Moi, je le vois dans les méditations que je guide. Donc, d'ailleurs, vous pouvez les trouver sur YouTube. J'en ai mis quelques-unes gratuites. Donc, ça aussi, ça peut vraiment aider. C'est vraiment des méditations où on plonge dans le ressenti. Et plus on les pratique, et plus c'est facile. C'est vraiment une exploration de son propre corps et de son propre ressenti. Mais ça demande de prendre du temps pour soi. Voilà, au moins 5 à 10 minutes par jour, le soir, mais voilà, avec plaisir. Ouais, c'est du temps, mais c'est vrai que c'est dans la douceur, quoi. C'est ça qui est chouette, quoi. On sent pas... Enfin, je pense que... Ouais. Contrairement à la méditation où on peut être, enfin, vraiment la méditation pure, où au contraire, on peut se battre un peu avec nos pensées, ou là, c'est vraiment... Oui, c'est de goûter la vie. Goûter Ouais. la vie, vraiment, de goûter qu'on est vivant, qu'on est habité par plein de choses. Et quand on explore ça, c'est juste magique, en fait, de dire, ah ouais, je sens ça là maintenant. Enfin, pour moi, c'est vraiment une exploration de la conscience, et sous voilà, différents aspects.
Bon, bah, merci Estelle pour tout ça. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, c'est bon, je crois que j'ai dit, l'essentiel, par rapport à ça, comment pouvoir retrouver sa guidance, en fait. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces exercices et pour ta conférence. Merci. Merci à toi.